Bonjour, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour cette première édition de la semaine. L'entre-deux démarre. Nous sommes donc le lundi 29 janvier 2018, le lendemain de la journée mondiale des lépreux. Et donc, dans ce numéro, vos rubriques habituelles, la découverte, la minute de la CAN, bien sûr, pour sa dernière sortie, si on peut le dire ainsi, avec la clôture ce week-end de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 23e du genre, de handball masculin. On parlera également de cuisine. Des invités sont au programme. Tout de suite, pour le moment, place à l'actu avec ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. Programme chargé dans la capitale gabonaise ce week-end. Il fallait aller très vite pour tout suivre. Et donc, voici ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. D'abord, à l'Institut français de Libreville, Silver Boussamba et sa team ont organisé la première édition du Café numérique. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences entre les professionnels du secteur numérique, porteurs de projets et les amateurs. Le thème de cette grande première, les pionniers de l'Internet. Ça a parlé de fréquences radio, interférences signal et autres termes techniques pendant plusieurs heures. Au finish, des participants satisfaits et impatients pour les prochains cafés. L'objectif en sus, faire du numérique une nouvelle source de création de richesse. À l'heure où l'on parle de diversification de l'économie, bravo les gars. Ensuite, on a parlé mariage du côté d'AONG. Surtout, comment l'organiser. La conférence organisée par Liane Wedding, une wedding planner gabonaise, est revenue sur 3 points. Sur les grandes étapes qui conduisent à la réussite de l'organisation d'un mariage. On a aussi appris que le mariage est une plateforme où l'on apprend à aimer l'autre. Et nous qui croyons qu'on se mariait parce qu'on aimait déjà à l'autre. Merci pour le tuyau, prof Honorine Gou. Après cela, direction le palais polyvalent des sports à Petit Paris, où nous attendait la finale de la 23e Coupe d'Afrique des Nations de handball, messieurs. Plus tôt dans la journée, les Panthères du Gabon avaient réussi à arracher la 5e place de la compétition face au Fennec d'Algérie, toujours sur le fil. Encore vous, les gars. Et donc, pour la 10e fois, la Tunisie remporte une finale des Coupes des Nations de handball sur une Égypte déçue. 26-24. Il s'en est fallu de peu. Après le sport, place à la prière et la louange. Nous avons été voir du côté du Nomade où se tenait la soirée dédicace de 2018, organisée par la Chapelle des Conquérants. Et devinez qui on y a trouvé? Moïse Mbié, le célèbre pasteur chanteur congolais, auteur de Tango Naye. Venu comme ça, ni vu ni connu. Eh ben, on l'a grillé. Une soirée riche en prières et en émotions, rythmée par le thème vocal du célèbre Lover en Christ. Je viens de l'inventer, celle-là. On a presque failli oublier qu'il chantait pour Dieu avant tout. Et puis pour finir, hier c'était la 65e journée mondiale des lépreux. En Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, ces victimes se comptent encore par centaines de milliers. Une quinzaine de pays comptent encore plus d'un malade de la lèpre pour 10 000 habitants. Au premier rang desquels l'Inde, le Brésil, Madagascar, le Myanmar, le Nigeria. Selon les données récentes de l'Organisation mondiale de la santé, l'on comptait en 2015 175 000 malades enregistrés dans le monde. Mais plus de 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année, soit 1 toutes les 5 minutes. Voilà pour ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. À demain pour plus d'actu dans le Flash Actu. Et pour être plus complet avec ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end, c'est donc samedi que s'est tenue également la rencontre des crépus. Vous vous souvenez, Isadora Sunda qui ont fait un gros coucou, qui était passé sur ce plateau pour nous annoncer cette rencontre d'échange, de partage entre toutes les femmes et toutes les personnes donc, qui ont choisi d'adopter ce retour aux sources, ce retour aux racines, donc la rencontre des crépus qui s'est donc tenue ce week-end à Libreville. Le débat d'aujourd'hui tourne autour de cette question. Que pensez-vous du phénomène de mendicité sous toutes ses formes aujourd'hui
au Gabon. Vous avez dès à présent les contacts pour réagir. Notre page Facebook, mais également sur la page Facebook, vous pouvez retrouver le lien pour participer via WhatsApp, donc le groupe WhatsApp qui a déjà été créé, toujours dans le sillage de l'information. Cette fois, place au sport avec Miss Nancy. Bonjour. Bonjour Blanche. Bon début de semaine à vous. Merci à vous. Alors, un week-end assez chargé et très riche en bonnes nouvelles, je dirais. Déjà, on a pu voir que nos Panthères ont réussi à décrocher la 5e place. Oui, la 5e place, c'est honorable. Quand on sait qu'en 8 participations, le Gabon n'a jamais atteint ce niveau. Battre l'Algérie pour une 2e rencontre, il fallait le faire. C'était difficile, hein, c'était à l'arraché, comme lors du premier match en poule. Mais cette 5e place, ça doit placer l'équipe dans une bonne dynamique. On espère que ça ne va pas s'arrêter là. Il y a un élan qui est là, il faut continuer. Alors, ce qui n'a Il y a pas la CAN été... 2020 à côté. Bien sûr, la CAN 2020 qui n'est pas loin. Donc, les Panthères, préparez-vous là. Vous étiez 5e. On espère qu'on va grimper de au moins 4 places, pourquoi pas. On espère en tout cas. Et donc, ce week-end également, c'était cette, on ne peut pas dire surprise, hein, la Tunisie qui finalement est arrivée là où on l'attendait. Égypte-Tunisie, ça n'aurait pas été une surprise. En 2016, en Égypte, le score était aussi à l'arraché. Cette rencontre en finale Tunisie-Égypte, on a vu que chacun a eu sa mi-temps. La première était à l'avantage de l'Égypte et la deuxième, celle de la Tunisie, je pense qu'il y avait plus de conviction, plus de hargne pour remporter cette finale et s'offrir un 10e sacre. Et donc l'Égypte qui n'a pas démérité, même s'ils étaient très déçus. Hein. Oui, ils sont passés à côté, comme je disais, de cette 2e période. Il y a eu des balles ratées, il y a eu des occasions de revenir au score, mais ils n'ont pas saisi la chance. C'était difficile. En face, il y a une équipe qui a du remontant, qui avait un banc bien fourni, une équipe qui a été rajeunie, mais dont le style a beaucoup changé avec l'arrivée du nouvel entraîneur, un Espagnol. La Tunisie, ça joue maintenant un peu plus à l'européenne. Parce que, rappelons-le, le grand défi pour ces nations, la Tunisie et l'Égypte, c'est plutôt le défi mondial. Sur la scène africaine, j'ai envie de dire jusqu'à présent que c'est une formalité pour ces deux pays jouer la finale. Alors, s'il fallait qu'on remette un trophée au 8e homme, ce serait lequel? Est-ce que ce serait la médaille d'or, la médaille d'argent? Comment vous avez trouvé le public au cours de cette... Non, le public a été magnifique. C'est magnifique de voir que, hormis le foot, il y a d'autres sports qui peuvent attirer. Forcément, il y a des vocations qui vont naître, surtout avec la vue de ces grands joueurs, les jeunes qui ont vu qu'il n'y avait pas que ce handball qu'on connaissait au sud du Sahara, qui n'est pas toujours très alléchant, mais on a vu du très haut niveau, surtout en finale. Et forcément, il y a des vocations, il y a des gens qui ont beaucoup apprécié la discipline, même ceux qui ne la connaissaient pas vraiment. Alors, pour revenir peut-être au Gabon, y a-t-il des personnes, des visages qui se sont démarqués au cours de cette CAN? Oui, clairement, j'ai envie de dire le gardien, par exemple, Rémi Gervelas, il a été époustouflant. C'est un gardien, il joue en première division en France, à Ivry. C'est le Gabonais de la CAN pour moi. Il a été brillant, il est sorti du lot à chaque match. Je pense qu'en quart de finale, lui, il a été à la hauteur de l'enjeu, mais pas tout le groupe forcément. Mais bon, on espère qu'ils vont rester parce qu'on connaît un peu la polémique sur l'arrivée des 7 binationaux. Le souhait donc, c'est de voir cette équipe rester ensemble, former un vrai groupe et avoir cette fois-ci une préparation ensemble pour la CAN 2020 Justement, en Tunisie. On reparlera toujours de la préparation, Nancy. Exactement. On se rend compte qu'au fil des matchs, il y a une équipe qui a su monter en puissance. Là, sur le quart de finale, moi, ça me reste en travers de la gorge. Je n'ai pas toujours digéré parce que je me dis, on pouvait le faire. On pouvait le faire. On a manqué d'expérience. On a eu un temps mort à égalité à 15 secondes. On n'a pas su gérer. Ça s'est joué sur les détails. Le Maroc aussi a beaucoup évolué. Et le Maroc a plus d'expérience d'un quart de finale que le Gabon. C'était difficile, même si on avait des joueurs qui jouent le championnat national français. Mais l'ensemble du groupe, c'est 7 joueurs sur le terrain. Il fallait être à la hauteur, il fallait tenir bon, de la ténacité plutôt, et aussi beaucoup de sérieux. En fin de partie, il y a eu la peur, beaucoup de déchets.
il y a beaucoup, je suis Ouais. sûre qu'ils ont beaucoup de regrets. Oui, mais en tout cas, il y a le temps, hein, jusqu'en 2020 Oui. pour nettoyer tous ces déchets-là et être au Surtout top. faire une bonne préparation. Voilà, surtout, on reparle toujours de cette préparation et d'ailleurs, malheureusement, on en parle pour plusieurs compétitions, c'est pas que le handball. Mais pour rester dans le sillage de handball, les dames auront bientôt rendez-vous. Oui, oui, au Congo, pour la CAN 2019, en 2017, c'était en Angola, remporté encore par l'Angola. Ouais, il faut dire que côté féminin, l'Angola... Oui, c'est le sommet du handball en club, que ce soit en équipe nationale en club. C'est 20 ans sur le toit de l'Afrique, contrairement aux Angolais hommes, qui sont en train de devenir petit à petit parce qu'il faut le souligner, c'est leur 3e qualification au mondial. Même si on sait que pour cette participation, en 2017 en France, ils étaient sortis 24e sur 24 équipes, donc dernier. On espère que les prestations des sélections africaines au mondial vont être meilleures. On se souvient quand même de cette 4e place de la Tunisie à domicile. C'était le mondial en Tunisie 2005. Ils étaient sortis 4e. 2001 aussi, l'Égypte avait fait un grand coup en sortant 4e. Mais jusque-là, l'Afrique n'arrive pas à réellement se distinguer, à monter sur un podium mondial. Et s'il fallait enfin noter l'organisation, pour finir? Oui, très belle organisation. Et en journée, il y a eu cette réunion entre le Kokan Handball du Congo qui va aller à l'école gabonaise pour l'organisation de leur CAN en 2019. En 2019, la CAN féminine, bien Oui, sûr, la CAN féminine, oui. Ok, merci beaucoup Nancy. Vous avez une autre information à nous donner concernant... peut-être le classement général final. Voilà. On a la Tunisie qui est premier pour son 10e sacre, l'Égypte 2e, l'Angola 3e, le Maroc 4e, le Gabon 5e, une place honorable, l'Algérie qui termine à la 6e place, le Congo 7e, la RDC 8e, le Cameroun 9e et le Nigeria 10e. Grosse déception, le Cameroun. Oui, très grosse déception 9e pour place. Ça faisait longtemps qu'il quasi n'avait pas dernier, été là. hein. Exactement. Malgré toute la préparation, on sait Au que... Brésil, je me demande bien s'ils sont allés vraiment se préparer ou aller danser la samba. En tout cas, on verra bien pour la prochaine compétition. Et eux également, ils n'ont pas de chance de participer à la prochaine CAN. Si. Ils ont une chance. Tous ces pays, actuellement, il n'y a plus de qualification, il n'y a plus de compétition qualificative pour la CAN. Ce sont toutes les compétitions auxquelles les pays participent, que ce soit en club, en sélection, qui donnent des points et qui vous permettent de rester, d'être qualifiés pour la prochaine édition de la CAN. Le Cameroun, c'est quand même parmi toujours les podiums en féminin et en masculin aussi chez les hommes en club. Même si en sélection, ça traîne un peu. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric Nancy Pagna, d'être passé pour nous donner ces nouvelles de la CAN. Le thème de ce jour, que pensez-vous du phénomène de mendicité sous toutes ses formes aujourd'hui au Gabon? Vos réactions commencent à tomber. On va les lire au fur et à mesure sur la page Facebook. Lionel Ashton Bina, qu'on salue du côté de Nzengayong, ici à Libreville. Ce phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur, et cela devant l'impuissance de nos autorités. Il est pourtant réprimé par le code pénal gabonais, mais sur le terrain, on ne voit aucune sanction, car ces mendiants continuent sans aucune crainte leurs activités. Le comble, c'est que la plupart de ces individus sont valides et peuvent donc travailler, parcourir des milliers de kilomètres pour ceux qui ne sont pas des nationaux pour faire la mendicité. Cela est inadmissible. En somme, ces personnes devraient être rapatriées chez elles, car elles ne sont pas utiles au développement du pays. C'est son avis. Vous avez peut-être un avis sur la question avant de vous laisser partir? Juste souligner que ce n'est pas un phénomène qui vient seulement de l'étranger. Actuellement, il y a quand même pas mal de Gabonais qu'on croise dans les rues, qui font de la mendicité, qui sont valides. Il y a même un phénomène d'enfants qui se font passer pour des épileptiques, qui s'allongent des fois en pleine route. Moi, j'ai subi un jour en allant sur la route du Cap, un dimanche pour la plage, et plusieurs voitures se sont arrêtées. Et un flic est arrivé pour dire que c'était un habitué du fait. Ah, d'accord. En arrivée, là, c'est quand même... C'est une nouvelle sorte d'arnaque, en fait. Oui, c'est des arnaques, mais c'est ça, c'est de la mendicité transformée en anarque. Ok, merci beaucoup Nancy. On vous raccompagne donc avec ceci avant d'accueillir notre prochain invité pour ce numéro. Pour tout savoir sur le Gabon, sa diversité culturelle et environnementale.
prochaine en continu. Pour vous permettre de vivre le Gabon autrement. Et nous accueillons notre première invitée de ce lundi. Voilà. Bonjour et bienvenue. Ouais, je vous fais la bise, je vous en prie. Tatiana Rawekusa, voilà. C'est un nom qu'on connaît un peu. On ne va pas aller plus loin. Vous êtes là en tant que présidente de l'association Sunshine Revelation, qui est une association qui fait beaucoup pour les enfants, surtout pour la jeunesse gabonaise. Et une association qui a déjà 11 ans, mais 4 ans au Gabon. Dites-nous un peu, c'est quoi l'essence de Sunshine Revelation? En fait, Sunshine Révélation est né peut-être dû au fait que je sors on va dire, d'une histoire lourde, enfin le Rwanda, vu que je suis d'origine rwandaise, et qu'on a vécu un génocide et que j'ai dû partir justement à cause de ce génocide. Donc depuis, je sais ce que c'est d'être dans le besoin, et je me disais toujours, si je m'en sors, je promets que j'aiderai les gens qui sont en difficulté. Alors, vous dites l'association est née, ça fait 11 ans, mais 4 ans seulement au Gabon. Donc, avant, elle était où? En Belgique, toujours en Belgique. Je suis inscrite en Belgique, en fait. Mais bon, comme chaque pays a ses lois, donc en fait, je ne peux pas venir faire une action comme ça et m'imposer, ce qui est tout à fait normal. Sûr. Donc, je dois me plier aux règles de chaque pays où je fais une action. Ok. On vous a rencontré à l'occasion de cette activité-là que vous avez organisée avec le professeur Ondo, qui était destinée beaucoup plus aux enfants drépanocytaires. On va permettre aux téléspectateurs de regarder un peu ce petit documentaire. C'est une version courte d'un film, donc pour présenter rapidement ce que c'est que la drépanocytose et l'action menée par l'association Sunshine Revelation. On revient juste derrière pour plus de commentaires. En apparence, ces enfants n'ont rien de différent avec des enfants qui mènent une vie ordinaire. Sauf qu'ils sont atteints de la drépanocytose, une maladie héréditaire qui peut leur être fatale. Le professeur Ondo, pédiatre gabonais, en a fait sa spécialité et s'est dévoué à cette cause tout au long de sa carrière de médecin. La maladie commence dans l'enfance. Et donc ce sont les pédiatres qui commencent à voir la maladie. Mais sinon, autrefois, alors que la mortalité était très élevée, beaucoup d'enfants ne dépassaient pas 5 ans. Aujourd'hui, les drépanocytaires dépassent 70 ans. Cette maladie touche essentiellement les populations d'Afrique et d'Asie, avec une forte concentration en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. 2% de la population gabonaise sont atteints par la maladie. 25% des Gabonais sont porteurs du gène sans avoir déclaré la maladie. On dit qu'ils sont AS ou hétérozygotes. Si les 2 parents sont AS, ils ont une chance sur 2 de donner naissance à un enfant AS. Et ils ont une chance sur 4 de donner naissance à un enfant SS, soit homozygote, c'est-à-dire un enfant qui développera la maladie. La drépanocytose est une maladie du sang. C'est une anomalie génétique qui conduit à une déformation d'une substance dans le globule rouge qui s'appelle l'hémoglobine. Le globule rouge normal, il est rond comme un ballon, comme une balle de ping-pong. Lorsqu'il est déshydraté, il manque de l'eau ou bien il manque d'oxygène, il y a des piquants qui apparaissent tout de suite sur la membrane. Là, il n'est plus sphérique, il devient comme un hérisson, comme un porc-épic. Et ces pics-là que vous voyez, ce sont ces pics qui se fixent à l'intérieur des vaisseaux et qui bloquent la circulation. Le sang ne peut plus circuler. Ça fait comme un embouteillage dans la circulation. Et lorsque le sang ne peut plus circuler, la douleur apparaît. C'est ce qu'on appelle la crise douloureuse ou la crise vaso-occlusive. Si les soins pour éviter les symptômes de la drépanocytose existent, les Gabonais sont assez peu informés sur la maladie. C'est pourquoi l'association Sunshine Revelation, à l'initiative de Tatiana Rawekusa, a décidé de venir en aide aux enfants atteints par cette maladie ainsi qu'à leurs familles. On a tous pris conscience que c'était génétique et qu'il ne fallait pas le prendre comme une sorcellerie,
n'étais pas informée de la maladie. Et si je n'avais pas du soutien de ma famille, j'allais le prendre comme ça, que non, c'était une sorcellerie, on ne veut pas que j'avance dans la vie ou que je sois comme les autres. J'allais le prendre, ça devait être psychologique en fait. Toutes personnes qui sont atteintes de la drépanocytose ne doivent pas avoir honte mais en faire face. Si tu as la drépanocytose, justement, Dieu sait pourquoi il t'a donné cette drépanocytose. Donc tu dois prier pour ne plus l'avoir, tu dois en faire face et la confiance de ne pas t'atteindre. Tu ne dois pas te laisser faire par la maladie. Et montrer à tout le monde que tu es malade, que tu as ceci, que tu as ça. Pour aller par ça, et ça énerve. Les gens trop mettre ça devant, c'est pas trop bon. C'est bien d'en parler, mais pas trop exprimer ça. C'est bien d'en parler, mais pas de cette manière. C'est drôle. La porte va se casser. Apprendre à vivre avec la drépanocytose. De ce documentaire qui est très long, mais Oui. dites-nous pourquoi le choix de la drépanocytose et parlez-nous un peu de cette activité. Est-ce qu'elle est annuelle? Est-ce que c'est juste, c'était ponctuel? Non, en fait, elle est là tout le temps. Elle est arrivée par hasard parce que j'ai rencontré une dame qui a eu une crise et donc j'ai été touchée par son histoire et je découvrais en fait, je connaissais pas du tout la drépanocytose. Moi, j'ai appris ce que c'était la drépanocytose ici au Gabon. Je ne connaissais pas cette maladie et je trouvais qu'on faisait rien autour de ça. Enfin, je pensais qu'on faisait rien autour de ça. Et voilà, contrairement par exemple au sida, au cancer et autres, je n'avais jamais entendu parler de la drépanocytose. C'est vrai que les autres maladies, on Oui, communique on un les peu met plus exactement dessus. Oui. Et donc, cette activité, sortir avec les enfants, Oui. elle vise quoi? Est-ce que c'était juste pour une journée ou alors Ah il y a non, un non, suivi? non. Ouh là là, c'était un mois où, en fait, dans la drépanocytose, j'ai souvent tendance à comparer cette maladie avec quelqu'un qui a le diabète. Ils ont un régime alimentaire assez strict à suivre. Donc voilà, c'est pas du tout, comme elle disait, la jeune fille Wendy, c'est pas du tout de la sorcellerie ou autre. Il faut vraiment casser ça, quoi, parce que voilà, c'est comme quelqu'un qui est diabétique et puis voilà, quelqu'un qui a la drépanocytose, il a la drépanocytose. Mais donc, est-ce que c'est cette action avec les enfants drépanocytaires, est-ce qu'elle sera régulière ou alors c'était... J'aurais aimé qu'elle soit régulière, ça aurait été le top, mais pour ça, il faut beaucoup de sponsors. Je ne savais pas, en plus, c'était vraiment la première fois, je ne savais pas très bien dans quoi je me lançais. Dieu merci, le professeur Alain Hondo m'a énormément accompagnée là-dessus. J'ai énormément appris sur le régime alimentaire. Le professeur Gassita aussi a participé, disons, qui m'a aidé à savoir comment est-ce que les enfants devaient manger. Enfin, en fait, c'est pas que les enfants, c'est tout le monde. Toutes les personnes qui ont la drépanocytose ont un régime alimentaire à suivre. Après, chacun, la difficulté de cette maladie, en fait, c'est par exemple quelqu'un qui a le sida, il sait les médicaments qu'ils doivent prendre. Mais la drépanocytose, ça varie en fait d'une personne à une autre. Quelqu'un peut manger du riz, l'autre pas. D'accord. Il peut avoir une crise juste pour ça en fait. Donc c'est à eux-mêmes déjà et surtout, et j'insiste, aux parents déjà d'apprendre à l'enfant comment manger à la maison, quoi. Et après, c'est l'enfant qui continuera. Et alors, mais ce qu'on a découvert également, c'est que votre action n'est pas ciblée que sur les malades de drépanocytose. Oui. C'est une action assez variée et diverse. Exactement. En fait, moi, vu que ma fondation existe depuis pas mal d'années et que je ne faisais pas du tout dans les maladies, j'aidais beaucoup les personnes handicapées ou les gens qui étaient dans le besoin, dans les églises, les habits. Et j'ai toujours récolté beaucoup de matériel, en fait. La drépanocytose a vraiment été quelque chose, on va dire, d'à part. Mais là, par exemple, maintenant, on m'appelle aussi pour des personnes qui sont trisomiques, en fait, parce que c'est assez varié. J'ai créé des groupes différents. J'ai le groupe de la drépanocytose, j'ai le groupe des filles sourdes et muettes pour un salon de coiffure, j'ai le groupe des trisomiques et autistes, et puis j'ai aussi le groupe des personnes qui, par exemple, se débarrassent de leurs affaires. Et là, moi, je vais dans les églises ou dans des écoles qui sont dans le besoin de livres, de matériel, de tables et de chaises. Donc, en fait, je ne pousse personne à venir dans la drépanocytose parce que, voilà, moi, la première, j'ai jamais voulu aller dans les maladies parce que je trouvais que c'était très délicat. Ouais. Donc, je peux comprendre une personne qui ne veut pas se donner dans une maladie quelle qu'elle soit. Maintenant, il peut se donner dans d'autres projets parce que souvent, on a tous eu envie de donner ou de faire une bonne action dans sa vie. Voilà, si vous avez envie de partager ça avec moi, allons-y, allons-en. Et donc, en 4 ans d'existence au Gabon, c'est plus d'une centaine de personnes qui vous suivent aujourd'hui dans les différents groupes?
Oui, voilà, différents groupes. Attention, maintenant, les groupes, ils viennent d'un peu partout. Hein. J'ai des gens, par exemple, en France, en Belgique, vu que je suis aussi d'origine belge. Donc, je touche d'abord, évidemment, les personnes que je connais et qui savent aussi que je fais ça. Oui, il y a le Gabon. Enfin, on est un peu comme un réseau. Parce que je fais venir des choses aussi ici. D'ailleurs, grâce à Air France, par exemple, on a trouvé un accord. J'ai le droit d'avoir un certain nombre de valises. Pardon. Donc, en fait, je fais venir du matériel comme je peux, en fait. Donc, les livres, par exemple, je les donne dans les écoles. Je dis à tout le monde qui vient, d'ailleurs, qui peuvent prendre mon numéro de téléphone, si je peux le donner, c'est le 04 118 06 45. Et en fait, dès qu'ils peuvent amener un livre ou 2 ou 3, parce que bon, ça pèse, hein, les livres, je crée des petites bibliothèques. Et voilà, et je alors, ça fait beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, très diverses surtout, parce qu'on va de la santé à l'éducation. Exact. Et même à la création, à l'aide à la création d'activités génératrices de revenus. Finalement, le but derrière, c'est lequel? En fait, je pense que c'est aussi une satisfaction interne. J'ai l'impression d'avoir... par rapport à ce que moi j'ai vécu, puisque moi j'ai été séparée de ma maman et de mes frères et sœurs, je crois que ça m'avait un peu peut-être traumatisée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, que je me suis toujours dit que le jour où je pourrais retrouver ma famille, je ne laisserai pas tomber les autres. Donc, c'est vrai que maintenant, quand on me demande quelque chose, au départ, c'était que aider les femmes. C'était surtout les femmes par rapport à la guerre. Et puis, au fur et à mesure que les gens me demandaient certaines choses, j'avais du mal à dire non. Et je me suis retrouvée, en fait, dans un engrenage, surtout pour la drépanocytose, où je me dis, wow, je suis dedans et maintenant, je peux plus en sortir. Et avec plaisir. Parfois, je m'arrache les cheveux, hein, je ne dis pas ça. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile. Et maintenant... ça a l'air peut-être brouillon comme ça, mais je gère bien les groupes. Les groupes se gèrent bien et ça m'aide. Il n'y a pas de véritable bureau, il n'y a pas un noyau même de... C'est juste de l'aide à qui en a besoin. Voilà. Et il faut de toute façon... Maintenant, il faut un bureau. À partir du moment où il y a des rentrées, d'où le fait, par exemple, pour la drépanocytose, ou en tout cas les maladies, maintenant, il y a certaines choses dont on a besoin, comme acheter certaines machines pour la clinique. Il y a quand même pas mal de choses autour. Mais ceci dit, entre parenthèses, parce que c'est une maladie, par exemple, très chère, et que je trouve que c'est un peu injuste, surtout que c'est génétique, en fait. C'est pas genre vous l'avez attrapé. Pas, voilà. Voilà, non, c'est génétique. Donc, je trouve pas ça très juste. Qu'il n'y ait pas assez d'aide et assez de choses qui se fassent autour de cette maladie. Justement, je voulais vous demander comment vous appréciez la solidarité depuis 4 ans que la Fondation est installée au Gabon. Comment vous appréciez l'élan de solidarité des Gabonais en général pour les actions? Très bien. En fait, pour la petite histoire, j'ai commencé à mettre des urnes il y a 3 ans quand j'ai commencé. On me disait, mais n'importe quoi, ici, c'est pas l'Europe. Je disais, mais c'est pas grave. Et moi, c'est vrai que naïvement, je suis venue avec un esprit européen. Ça n'a pas du tout marché, les histoires des urnes. Mais tandis que maintenant, oui. Parce qu'en fait, les urnes, maintenant, on les fait vivre. C'est-à-dire que je fais des photos, je montre aux gens et je dis souvent aux bénévoles, la finalité je les fais venir sur le terrain. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au départ, à un moment donné, j'avais demandé, par exemple, pour le séjour avec les enfants, un trampoline. C'était compliqué en fait d'expliquer aussi aux gens que le trampoline c'était pas pour moi, c'était pas mais ça a parlé, comme on dit, oui, Madame Cousin elle veut le trampoline pour ses enfants, hein. Mais en fait ils n'ont pas compris et j'estimais que j'ai pas à donner j'ai pas à me justifier pour des gens qui m'aident pas. Voilà, c'est simple. D'accord. D'où que vous venez, ça m'importe peu, j'ai pas à me justifier pour ça. Mais maintenant, la personne qui a participé à acheter le trampoline, oui, cette personne-là, je lui dois quelque chose parce que je mets un visage et par respect, je répondrai. Mais X ou Y personne qui vient me dire, elle a fait ci, elle a fait ça m'intéresse pas, mais pas du tout. Et j'espère que les choses sont bien claires. D'accord, très, 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 très clair. En tout cas, il ne faudrait pas vous chercher sur ce domaine-là. Et donc, on va également vous poser la question qui est en débat aujourd'hui. Quel est votre regard sur le phénomène de mendicité, sous toute cette forme, bien sûr, au Gabon actuellement? Alors, je trouve ça très dommage et en fait, je pense que ça peut s'arrêter. J'ai souvent tendance aussi à comparer, et dont je suis très très fière de notre président Kagame, de tout ce qu'il a fait. Je pense que oui, certains pays, ou même la plupart des pays d'Afrique devraient faire ça. Mais encore une fois, il faut peut-être vivre des choses pour pouvoir créer ce genre de choses-là. Tant que ce pays n'a pas connu un gros problème, peut-être qu'il n'en voit pas l'utilité
tant qu'il n'a pas vécu, et ça c'est dans tout dans la vie, on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas fait face à certaines choses dans la vie. On ne peut pas être... Donc pour revenir à votre question, je pense que si Kagame a eu si aujourd'hui il n'y a pas autant de mendicité par exemple au Rwanda, je pense qu'il a fallu ce coup, ce choc même de génocide pour qu'en fait il responsabilise les mères veuves. Et en fait c'est ce qu'il a fait chez nous, il a responsabilisé les mères veuves pour prendre tous ces enfants-là. Donc sans avoir à passer par un génocide au Gabon, il faudrait peut-être que les personnes... Oui, voilà, ça serait dommage de devoir passer par un génocide pour comprendre certaines choses et aller aussi loin. Mais je pense qu'il faut mettre certaines structures identiques parce que je trouve ça bien. Bon, bah, ça vient du Rwanda, tant mieux, merci. Mais je pense qu'il faudrait peut-être dans tous les autres pays, oui, regarder qu'est-ce qui ferait que aider ces femmes-là à créer même des métiers, parce qu'attention, il n'a pas que donné les enfants à ces femmes veuves, mais il les a aussi consolées parce que quelque part, elles... Sauf que pour le cas du Gabon, il n'y a pas que de femmes, il y a des femmes, il y a des personnes, des messieurs, il y a des hommes. Ah oui, 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 oui. Voilà, mais c'est assez varié. eux aussi, il y a des couples, je suppose, c'est pas que ces femmes-là, mais je pense qu'il y a plein de paramètres, il suffit peut-être de regarder lesquels, parce qu'un problème dans un pays n'est pas forcément dans Bien sûr, dans l'autre. Les contextes sont différents, il faut regarder et peut-être prendre ces enfants-là, parce que je suis sûre qu'il y a aussi autant, bon, il n'y a pas que les femmes veuves, il y a des couples, peut-être les responsabiliser et aider aussi ces gens-là à pouvoir éduquer cet enfant-là, qui ne soit pas forcément dans la rue, aider peut-être un peu plus, être un peu plus créatif, quoi. Après, effectivement, il faut voir ce qu'il y a moyen de faire dans ce pays ici. Je ne connais pas exactement les manques en fait. D'accord. Il y a Ruffin qui nous dit « Je pense que la mendicité doit être interdite. Elle encourage la paresse et frise même l'escroquerie pratiquée par plusieurs personnes valides qui peuvent bien faire une activité génératrice de revenus. Aussi, elle ternit l'image de presque toute une religion, notamment l'islam, car on constate tristement qu'elle est plus pratiquée par des musulmans, à moins que l'islam n'en soit le moteur. Maintenant, parlant de la mendicité sous toutes ses formes, le constat est plus qu'alarmant. Au Gabon, les gens sont obligés de mendier, même ce qui leur revient de droit. Enfin, bref, c'est exactement comme ça qu'il a choisi de terminer son propos. La mendicité est un phénomène connu dans nos sociétés depuis la nuit des temps. Au Gabon, elle est un facteur de cohésion sociale et a été érigée en institution. Aucune rencontre sociale ne peut s'exempter de la remise du coca ou du carton de poulet. C'est donc aussi un moyen de redistribution de la richesse entre les populations aisées et celles en difficulté. Mais est-ce un modèle social valable sur le long terme? C'est une question qui nous est posée par Rona depuis Casablanca. Et David Missou qui nous dit « La mendicité est un phénomène mondial. Les pouvoirs publics doivent tout faire pour enrayer cela, car au-delà de la paresse, la plupart des mendiants ont des handicaps. Ils sont soit manchots, aveugles ou sourds. Bien que la loi réprime cela, nous devons rester humains. La coercion ne résolvant pas tous les maux, il faudrait venir en aide à ces personnes. La mendicité peut s'exprimer de diverses façons. S'agissant de la mendicité des personnes aptes à exercer une activité, l'on doit sensibiliser et trouver les voies et moyens pour pouvoir faciliter leur insertion dans le monde de l'emploi à travers des formations à des petits métiers. Vous pouvez continuer de réagir via la page Facebook, mais également via SMS. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Vous avez également le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp de votre émission L'Entre-deux. On vous raccompagne. Merci. D'avoir été sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour les prochaines années, beaucoup plus Écoutez, comme je compte bientôt aussi partir, j'aimerais que les groupes restent soudés et que ça s'agrandisse, qui se relient à nous, quoi. Donc il y ait plus de personnes qui puissent nous aider selon ceux qui se sentiront, selon ceux qui sont, ceux qui sentent qu'ils peuvent, oui, là où ils se sentent le mieux, que ce soit la drépanocytose, les trisomiques. C'est toujours une question d'intuition et de feeling. Vous avez peut-être un contact ou une page, la page pour vous retrouver? Alors, c'est Tatiana Raoué Sunshine, et sinon c'est le 04 78 06 45. Voilà. Et c'est vraiment très important parce que les bénévoles, pour nous, que ce soit... matériel, voilà, un apport matériel ou alors un apport humain, c'est toujours important d'apporter. C'est vraiment très important. Et les urnes qui sont un peu partout, voilà, c'est nous. Et ça aide. Merci beaucoup Tatiana Raoué-Cousin d'avoir été sur ce plateau. On vous raccompagne et on passe par la cuisine. Oui. On va retrouver de ce côté-là Léa Virginie et le chef Michel Colorec. Qu'est-ce qu'on mange ce midi?
Bonjour Blanche, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi pour valoriser le patrimoine culinaire gabonais avec l'aide d'un professionnel en la matière. Vous le connaissez déjà, il s'agit du chef Michel Colorec de l'École supérieure de cuisine, la Toque Noire. Bonjour chef Michel. Bonjour Léa. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue encore chez nous. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans la rubrique Qu'est-ce qu'on mange? Alors, le plaisir est partagé. chef Michel, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons réaliser un plat typiquement gabonais comme d'habitude. Ce sera les feuilles de taro au poisson fumé. Et justement, quels sont les éléments pour réaliser ce plat? Alors pour réaliser ce plat, nous avons besoin déjà au départ des feuilles de taro que nous avons découpées. Le poisson fumé, en l'occurrence ici c'est de la bécune fumée. Nous aurons besoin de la tomate, poivron, céleri, oignon, sardines fumées et qu'on a réduit en poudre. Et ma touche personnelle, ce sera des arachides pour apporter un peu de croquant. Alors moi je ne suis pas très loin, hein. Je vous laisse continuer, chef Michel Colorec. On se dit à tout de suite. À tout à l'heure. Bon courage. Alors pour commencer, nous allons mettre 2 poêles sur le feu. Un peu d'huile. Dans l'une des poêles, nous allons mettre nos oignons et nos poivrons. Dans l'autre, nous mettrons nos feuilles de taro. Nous allons faire dorer nos oignons et nos poivrons. Et nous allons faire fondre nos feuilles de taro. Nous allons y apporter également notre petite préparation à base de sel, de curcuma, de poivre. Maintenant que nos feuilles de taro ont commencé à rissoler, nous allons y ajouter un peu d'eau et laisser mijoter quelques minutes. Dans nos oignons, nous allons maintenant rajouter le poisson fumé et le céleri. Dans nos feuilles de taro, nous ajouterons la poudre de sardines fumées. Là aussi, nous allons rajouter un peu d'eau pour faire ramollir le poisson fumé. Nos feuilles de taro sont cuites. Nous allons les poser sur notre planche à découper. Et nous allons les hacher menus. Nous allons reprendre nos feuilles de taro, les remettre dans la poêle, laisser cuire encore quelques minutes en y ajoutant un peu d'huile. Notre poisson est prêt, nous allons le réserver. Alors, les feuilles de taro également, nous allons les retirer du feu et les réserver. Nous allons rincer notre poêle et la remettre sur le feu. Un filet d'huile. Et nos arachides toutes fraîches sorties. Vous remarquerez la couleur des arachides. Elles sont toutes blanches, tout simplement parce que nous avons enlevé la pellicule qui recouvre habituellement l'arachide. Nous allons commencer par y mettre des feuilles de taro que nous allons étaler. Ensuite, nous mettrons une couche de poisson, une deuxième couche de feuilles de taro, et une autre couche de poisson. Quelques tomates, poivre, en prenant nos tomates,
et nos arachides qui vont apporter du croquant. Alors, notre igname qui va nous servir d'accompagnement est prêt. Nous allons sortir de l'eau. On va en faire des frites. Voilà, nos frites sont prêtes. Nous allons les positionner dans nos assiettes. Là, vous avez votre plat. Waouh. De feuilles de taro. Waouh. Revisité à ma façon. Eh ben, c'est très beau. Je trouve ça très, très raffiné. Alors, les feuilles de taro au poisson fumé, d'où nous vient ce plat? C'est un plat originaire du sud, particulièrement de la ville de Mouila et Tubanga. C'est surtout dans le sud que les feuilles de taro sont beaucoup consommées. Mais c'est un plat qui s'est répandu et qui aujourd'hui est consommé dans une bonne partie du Gabon. Ok, alors ça donne vraiment envie, chef Michel. Alors, on va passer à la dégustation et vous me direz ce que vous en pensez. Ok. Alors, je commence par... Voilà. Alors Blanche Pitika, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris des notes, c'est très délicieux. Si vous avez envie de refaire le plat chez vous, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche tout juste au bas de votre écran. C'est fini pour aujourd'hui. Chef Michel Colorec, merci. On se revoit une prochaine fois. Merci pour cette belle expérience. Bon appétit, Blanche Pitka. À bientôt, Blanche Pitka. Bon appétit, on te garde ta part. À bientôt pour une autre recette. Merci Léa. En tout cas, demain, je dirai aux téléspectateurs, est-ce que tu as gardé ou pas? Donc, sache déjà que j'ai droit à mon plat de feuilles de taro tout à l'heure. Et donc, le thème de la semaine, que pensez-vous du jour, hein, autant pour moi, que pensez-vous du phénomène de mendicité sous toutes ses formes au Gabon? Aujourd'hui, on a une réponse de Esson Moné-Oyek dans le groupe WhatsApp. Le phénomène de mendicité dans les rues de Libreville est un spectacle désolant qui ne concourt pas à rendre attrayante notre ville, qu'elle soit exercée par des nationaux qui s'y adonnent de plus en plus, même si les sujets ouest-africains de confession musulmane y sont beaucoup plus vus. Le gouvernement et le Conseil islamique du Gabon devraient trouver ensemble des solutions pour que cela soit moins plausible, même si le phénomène reste difficile à éradiquer. C'est le point de vue de Esson Moné-Oyek qu'on salue. Et donc, on passe de la cuisine ou d'un chef à un autre. On va accueillir cette fois le chef Merlin est là. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blanche, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, juste votre avis, hein, ça avait l'air vraiment appétissant, hein, ce plat. On n'imaginait pas qu'on pouvait manger des feuilles de taro comme ça. Bon, ouais, le plat du chef, il était intéressant. Déjà, les feuilles de taro, moi je suis du Nord, hein, on consomme aussi beaucoup. Hein. Nous, c'est souvent avec le Dika qu'on fait ça en fait, feuilles de taro. Et donc, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui arrive très bientôt. C'est un atelier que vous organisez. Dites-nous en plus, on sait qu'il est ouvert aux enfants comme aux adultes. Ok. Bon, alors le chef Merlin est là, organise des ateliers de cuisine. Il y aura de la cuisine et la pâtisserie au programme. Donc ces ateliers-là vont se dérouler à l'école La Courte Échelle, au quartier Batterie 4. Batterie, c'est situé à côté de, comment ça s'appelle, l'ambassade du Sénégal. La résidence de l'ambassade du Sénégal, voilà. C'est dans la zone. Ok, voilà. Mais avant de parler un peu, de revenir plutôt en détail sur cet atelier-là ou sur ces ateliers, puisqu'ils vont du 31 janvier au 2 février, donc c'est presque 5 jours de travail. 3 jours, ouais, 31, oui, voilà, du 31 au 2, autant pour moi, merci, j'étais très mauvaise en calcul, je reconnais. Donc c'est 3 jours par là, mais vous, d'où vous vient ce talent? Est-ce que vous l'avez appris au Gabon? Depuis quand vous faites la cuisine? Bon, moi je fais la cuisine depuis un bon bout de temps.
Nous sommes en 2018, donc ça fait déjà 16 ans. Ça fait 16 ans d'expérience professionnelle. Vous avez dû commencer très jeune. J'ai commencé très jeune parce que j'étais toujours entre le lycée et les cours de cuisine en fait. D'accord. Parce que je voulais me fixer assez tôt. Voilà. Et la cuisine, professionnellement, je l'ai apprise dans les centres de formation de la place au Gabon. Voilà, je reconnais qu'on a eu moi j'ai eu des bons formateurs, même si les écoles sont déjà fermées en ce moment. Voilà, et je cuisinais, j'avais déjà le truc en fait, depuis le bas âge, depuis la maison, j'avais le truc, mais ça n'avait rien à y voir d'une carrière Oui, professionnelle. bien sûr, la cuisine de la maison, je ne vais pas m'appeler chef blanche. Voilà. Donc maintenant, pour faire ces ateliers-là, ça part d'abord d'une forte demande. Ça part d'une forte demande parce que les gens sont déjà habitués à voir le chef Merlin. Les gens sont habitués à voir le chef Merlin à la télévision, par-ci par-là, toujours dans la cuisine. Et il y en a qui m'ont demandé, chef, pourquoi pas nous former aussi comme vous, on veut des cours de cuisine. Bon, j'ai toujours répondu que je suis un professionnel, je travaille dans une entreprise de la place, donc je ne peux pas soit me détacher comme ça pour le faire. Alors je me suis dit, tiens, là je suis en congé, c'est-à-dire j'ai tout mon temps libre, là je ne sors pas, je ne bouge pas, pourquoi pas faire ce retour-là vraiment à ces gens-là qui m'ont demandé des formations culinaires. C'est pourquoi j'ai mis le concept des... Alors, est-ce que vous avez une spécialité? Je suppose que comme dans chaque métier, il y a des spécialités ou des spécialisations. Ouais. Est-ce que vous faites une cuisine de façon générale ou alors vous avez un domaine particulier dans la cuisine? Bon, alors, la question elle est bien posée. Bon, est-ce que j'ai des spécialités? Je vais dire non. Je vais dire non, pourquoi? Parce que j'ai failli avoir une spécialité, mais je suis un peu allé au-delà de ça. J'ai commencé par l'école de cuisine, déjà, pour être un cuisinier. Voilà. Ensuite, j'ai fait 2 ans de formation. Ensuite, je me suis fait inscrire dans une école de pâtisserie. Donc, je suis complet, en fait. Donc, je fais de la cuisine et la pâtisserie. Donc, me spécialiser entre les deux, je peux pas. Moi, je pense que le côté chaud, quand même, je pense que la cuisine chaude, ça remporte quand même sur D'accord, mais maintenant, au sein de la cuisine chaude, est-ce que vous vous êtes spécialisé dans la cuisine internationale ou alors la cuisine occidentale ou alors vous avez vraiment la marque du terroir, si on peut le dire ainsi? Moi, je pense, je suis parmi ceux-là qui font la promotion de la culture gabonaise. La marque Gabon, voilà, un peu. On va dire quoi, j'ai parcouru beaucoup de restaurants et il y a toute une diversité qui est là. Le plus que j'apporte, c'est toujours des plats gabonais, un peu, parce qu'on a cette influence-là des plats des autres qui viennent chez nous, mais ça nous étouffe déjà qu'on a du mal à proposer aussi les nôtres, un peu. Donc je suis un peu dans cette dynamique-là de pouvoir partager avec les autres et je me spécialise pas forcément la nourriture qui vient d'ailleurs, des plats d'ailleurs, mais par contre sur la cuisine gabonaise. Et donc s'il fallait jeter un regard comme ça aujourd'hui sur la nouvelle cuisine gabonaise, hein, la haute cuisine, quand on parle de haute couture, la haute cuisine gabonaise, quel serait votre regard avec des jeunes noms qui montent et autres? Ouais, bon, c'est que du bonheur, hein. Ça fait du bien de savoir que la cuisine gabonaise est déjà en train de s'étendre comme ça à l'échelle même internationale. Parce que là, je rappelle encore sur le plateau ici que le Gabon est champion d'Afrique de cuisine. En ce moment, on détient le titre là qu'on va encore défendre à Abuja en août de cette année-là. Ah d'accord, bravo. Donc c'est ça en fait. Donc le challenge est là. Il y a la nouvelle génération. Elle se bat très bien, se débrouille très bien. Chacun à son niveau essaye de porter le Gabon très haut dans l'art culinaire. Et c'est bien ça. Alors pour donc en revenir à cet atelier, vous n'allez pas faire que parler cuisine, c'est-à-dire vous n'allez pas que préparer. Oui, c'est des cours ou alors des modules différents. Dites-nous un peu quels sont tous les modules qui sont retenus. Alors, il y a des modules qui sont retenus. Déjà, la présentation du matériel de cuisine. Voilà, c'est un module qui sera là. Il y a le lexique culinaire parce qu'en entreprise, il y a une façon de parler en fait. On a une manière de désigner des éléments. Il y a tout un vocabulaire culinaire qui est là. Donc, je vais l'enseigner. Il y aura aussi cette partie théorique qui va être faite sur les codes couleurs des planches, parce que dans une cuisine, chaque planche a une signification. La planche verte, la bleue, la jaune, la blanche, la rouge, elles ont des significations. On ne travaille pas tous les produits sur une même planche. Donc ça va être enseigné. Je vais apprendre aux gens comment dresser un plat. On parle de planches à découper? Oui, on parle de planches à découper, ouais, bien sûr. Ouais. Excusez les profanes. C'est bon. Donc, à part ça, encore quoi? Comment dresser une assiette, voilà, une assiette gastronomique, comment présenter un plat. Et il y a encore quoi? Il y aura aussi l'utilisation du siphon. Le siphon, c'est cet instrument-là qui nous permet de réaliser ce qu'on appelle des espumas. Ce sont des sauces légères.
Bon, là, c'est quand on va dire dans la haute... C'est du japonais pour moi, hein, mais bon. Dans une haute cuisine, quoi. D'accord. Haute gamme, ouais. Ok, vous avez également prévu un module sur les températures, sur comment conserver les aliments. Voilà. Il y a aussi ce module-là qui sera... je vais apprendre aux gens à quelle température il faut conserver les aliments. Parce que vous pouvez avoir un produit aujourd'hui, il est frais, et le lendemain vous l'avez, il n'est plus bon. Donc il y a des températures qu'on ne maîtrise forcément pas. Voilà, donc je vais dire deux, trois choses là-dessus, comment conserver des aliments. Voilà. Alors je vois sur votre affiche d'ailleurs qu'on a vu tout à l'heure, vous parlez de fond et de fumée. Oui. Alors ça réfère à quoi? Alors, quand on parle de fond, les fonds déjà ce sont des préparations qu'on a en base en fait pour réaliser des sauces. Un peu. Okay. C'est ce qu'on appelle des fonds. Comment fait-on un fond? On fait un fond avec des carcasses. Par exemple, s'il faut faire un fond de volaille, on prend les carcasses de volaille, une fois on a fini de désossé, voilà, on prend ce qu'on appelle une garniture aromatique, un bouquet garni, et ensuite on fait revenir, on déglace un peu avec du vin blanc, voilà, on met de l'eau et on laisse réduire un peu. Ça, c'est ce qu'on appelle un fond. Maintenant, la différence entre le fond et le fumet, c'est-à-dire, là, on prend déjà les arêtes de poisson, que l'on fait déjà la même chose, un peu. Ah ouais? Donc, fond, c'est quand c'est viande de poulet, tout ça. Maintenant, fumet, c'est quand c'est poisson, fruits de mer et autres. D'accord. Vous avez donc parlé également des codes couleurs, des sauces de base. De quoi il s'agit? Alors, quand on parle de sauce de base en cuisine, tout bon cuisinier, hein, celui qui passe par l'école, bon, après on va aussi dire que ceux qui apprennent dans le tas sont excellents. Voilà, et même il faut dire que peut-être grand-mère à la maison, elle fait peut-être une sauce de base sans savoir que c'est une sauce de base. Donc, elle appelle autrement sûrement. Voilà. Bouillon, donc, alors la sauce de base, c'est quand on commence la cuisine, ce qu'on apprend. Je vais prendre une sauce de base comme ça, comme la sauce béchamel. D'accord. Ça, c'est une sauce de base. Alors, cette sauce de base-là, elle a ce qu'on appelle des dérivés. Un peu, quand une sauce béchamel, on incorpore déjà de la crème fraîche à l'intérieur, on l'appelle plus sauce béchamel. On l'appelle déjà sauce crème. D'accord. Mais non, cette même béchamel-là, quand on ajoute déjà des jaunes d'œufs à l'intérieur, on n'appelle plus ça sauce béchamel, on appelle déjà ça de la sauce mornay. Donc, c'est cette sauce de base-là que je vais aussi montrer les dérivés, l'usage, à quoi ça sert à faire des gratins, ça sert à accompagner ça au cerveau un peu. C'est toute une école. Un peu. Ok. Ça, voilà. Donc, on rappelle les dates, les lieux et peut-être un contact pour cet atelier de cuisine qui est ouvert à tous. Hein. Vous avez dit, c'est des professionnels ou des amateurs. C'est ouvert. On a un téléspectateur qui nous dit qu'il vient d'avoir son bac et il aimerait bien, donc il peut aussi venir à l'atelier. C'est ouvert? Oui, c'est vraiment ouvert. Donc, on rappelle peut-être le contact. Oui, alors pour participer à ces ateliers-là, il faudrait appeler au 07 26 71 57. Voilà, donc le numéro s'affiche en même temps au bas de l'écran. Donc on rappelle, c'est du 31 au 2 février du côté de Batricat. De toute façon, les personnes auront vos contacts. Peut-être une page Facebook. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la meilleure manière de communiquer. Donc c'est sur quelle page qu'on peut retrouver l'information? Pour avoir ces informations-là, vous allez sur ma page officielle qui est Chef Merlin est là. Tout simplement, Chef Merlin est là. Chef Merlin est là, c'est très simple. Vous aurez toutes les infos et vous pouvez lui laisser des messages inbox. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau et de nous avoir parlé de cet atelier. On vous recevra prochainement, peut-être avec une sauce de base et tout le reste. Et ce qui s'ensuit. Il est temps pour moi de me venger de Léa Virginie pour ce qu'elle me fait depuis le début de cette émission. On vous dit au revoir avec le geste quotidien. Aujourd'hui, on parle de comment éviter d'être envahi dans la maison par les mouches. C'est tout de suite. Vous avez essayé des insecticides pour lutter contre les mouches, mais ces petites bestioles continuent de se reproduire dans votre maison et tout particulièrement dans votre cuisine. Ces envahisseuses très agaçantes peuvent disparaître avec des méthodes douces. Il existe en effet bien des manières de les repousser, aussi douces pour notre environnement que pour les bestioles. Pour ne plus les chasser, évitez donc de les attirer. Posez une moustiquaire ou des voilages à vos fenêtres, notamment à la fenêtre de la cuisine. Pour éviter qu'elles vous envahissent, il faut également avoir une hygiène irréprochable. Les mauvaises odeurs et la nourriture les attirent, on nettoie donc à fond la cuisine. Les fruits et les légumes, justement, devront être conservés dans un placard ou au frigo. Pour éviter la multiplication des mouches, enfin,
Il faudra bien aérer les zones humides dans lesquelles elles aiment se reproduire. Séchez vos éviers et plans de travail après chaque nettoyage par exemple. Autre petite astuce, laissez traîner une gousse d'ail à divers endroits de la cuisine pour repousser nos nuisibles ou un citron coupé en deux. – 14h passées de 41 minutes si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes bien sur Gabon Première, bien sûr, heure de Libreville au Gabon. C'est l'entre-deux qui se poursuit avant de dire bonjour à Irène Dembe pour sa rubrique Comme à l'école. On va lire ce message de Edgar Mwanza depuis Libreville, donc ici à Libreville. La mendicité est une sorte d'entreprise instituée par nos frères est-africains. Ils exportent des personnes handicapées, malvoyantes afin de mendier. Dommage, même les nationaux s'y mettent désormais. L'État doit prendre des mesures fortes. Merci pour votre participation. Je rappelle que le thème d'aujourd'hui vous demande ce que vous pensez du phénomène de mendicité sous toutes ses formes aujourd'hui au Gabon. Vous pouvez réagir via SMS à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, mais également sur notre page Facebook. Et c'est le moment d'aller à l'école pour retrouver Irène Dembe. À tout de suite. Bonjour Irène. Bonjour Blanche. Le week-end a été très bien. J'espère que le vôtre. on est à l'école. Effectivement, nous sommes à l'école aujourd'hui. Ah, ok, bienvenue à l'école ou c'est à moi, c'est à vous de me dire bienvenue à l'école, mais c'est moi qui viens à l'école de Irène. Mais donc bonjour madame. Bonjour très chère Blanche. Bonjour la maîtresse, comme on disait à l'école. Et donc aujourd'hui on parle de la gestion des conflits entre frères et sœurs. Il faut dire qu'on a commencé par la gestion des conflits en entreprise, ensuite dans le couple. On a beaucoup parlé des compromis et ensuite on parle donc aujourd'hui de la gestion des conflits entre frères et sœurs parce que ça arrive même entre deux frères ou sœurs de même parents. Il y a toujours un moment où on n'arrive pas à se mettre d'accord pour ci ou pour ça. Et les engueulades parfois vont jusqu'à la violence physique même. Et c'est donc aux parents d'endosser le rôle d'arbitre. Justement, c'est la responsabilité des parents. Hein. On va parler un peu plus tard de comment gérer le conflit. Il faut dire qu'il y a des préalables dans la façon dont on gère sa maisonnée, dans la façon dont on établit des relations saines entre les frères et les sœurs. Et bien souvent, les parents sont à l'origine sans s'en rendre compte de ces tensions qui existent entre les frères et les sœurs au sein de la maison. Alors, en termes de préalable, nous allons dire qu'il faut d'abord instaurer la sérénité. On parle Blanche de l'entente entre les frères et sœurs. Les parents, vous le disiez à l'instant, ont un rôle important à jouer. Leur attitude est fondamentale. Les parents sont parfois à l'origine de ces tensions. Je vais parler des préférences que l'on exprime à l'endroit, à l'égard d'un enfant. Par rapport à l'autre. Malheureusement, tu es mon champion, tu es le plus intelligent. Les comparaisons que l'on fait entre les enfants, voilà, lui il est très futé, toi tu n'es pas très malin, voilà, tu n'es pas intelligent, lui il est. Fais comme ton frère. Voilà, on peut dire, ce n'est pas négatif de dire fais comme ton frère. Ce qui est négatif, c'est de déprécier véritablement l'autre et d'élever celui qui fait bien. Justement, on peut lui dire de faire comme son frère, mais on ne va pas lui dire qu'il est médiocre et que l'autre est véritablement le super champion et qu'il n'arrivera jamais au niveau de l'autre. Ce n'est pas ainsi que l'on instaure la sérénité entre les frères et les sœurs. C'est vrai qu'on parlait de parents qui peuvent être, sans le savoir, responsables, mais les enfants également. Hein. Il y a des rivalités qui naissent, des jalousies également. L'autre excelle dans un domaine, cela peut frustrer l'autre, l'énerver un tout petit peu et il va garder cela en lui, toute cette rancœur. Et puis un jour, la goutte d'eau fera déborder le vase et puis cela ira dans tous les sens. Donc en termes d'attitude, lorsqu'on est parent, on doit faire comprendre à chacun des enfants qu'il est important. Ne pas dire que l'on a des préférences, même si intérieurement on se dit que l'on préfère un enfant, mais on n'exprime pas cela devant les enfants au risque de les blesser profondément et d'entacher les rapports entre des frères, entre des sœurs. Donc il faut être à l'écoute des enfants, c'est véritablement important. Des enfants ont des émotions à exprimer, de la frustration, de la tristesse, de la colère.
par exemple. Donc, il faut prendre la peine de véritablement les écouter et leur apprendre à communiquer de façon saine. On ne règle rien dans la violence. Il faut véritablement apprendre à un frère à bien communiquer avec son frère ou avec sa sœur. C'est ce qui compte. Et puis, il faut dire aux enfants quelle est l'attitude à adopter envers son frère ou envers sa sœur. Leur faire comprendre que ce sont des relations qui sont véritablement des relations particulières. C'est un privilège que d'avoir un frère, c'est un privilège que d'avoir une sœur, quelqu'un sur qui on pourra toujours compter. C'est un lien qui ne va jamais être rompu. Voilà. C'est l'entraide. Justement, c'est l'entraide, c'est la complicité. On ne doit pas monter les enfants les uns contre les autres. Ils ne devraient pas en principe se regarder en chien de faïence. Ils devraient former une équipe soudée, savoir qu'ils sont là les uns pour les autres. Alors, il y a les préalables, il y a également les règles que l'on établit dans sa maison en tant que parent. Et là, on va parler d'éthique familiale parce qu'en tant que parent, on a des valeurs auxquelles on tient, des valeurs que l'on véhicule à ses enfants en termes d'éducation, le respect de l'autre, le partage, par exemple. Donc, il faut véritablement que les enfants soient imprégnés de ces valeurs qui sont véhiculées au sein du foyer et puis interdire dans sa maison les insultes, les menaces, les coups, la violence physique et verbale, véritablement le dire à ses enfants. Être ferme, la violence n'est pas tolérée. Et puis, il ne s'agit pas que d'interdire lorsqu'il est question d'éducation. Il faut certes interdire, mais il faut prendre la peine de faire œuvre de pédagogie. Il faut expliquer à l'enfant pourquoi on ne doit pas injurier l'autre, pourquoi on ne doit pas lui donner des coups. C'est vrai que ne les pas enfants faire à grandissent, autrui ce que l'on ne souhaiterait pas subir soi-même. C'est vrai que beaucoup d'enfants, pour corroborer dans votre sens, beaucoup d'enfants grandissent en s'insultant, en se bagarrant toujours. Donc, alors, il faudrait serais-tu heureux si on t'injuriait matin, midi et soir? Non. Alors, pourquoi le faire à l'autre? Serais-tu heureux de recevoir des coups? Non. Alors, pourquoi le faire à l'autre? On ne résout pas ces problèmes en passant par la violence, devrais-je dire. On peut être aimable. Il y a d'autres façons d'obtenir ce que l'on souhaite. Ce sont les valeurs que l'on véhicule, en tant que parent, et on revient sur la fermeté. Il faut véritablement être ferme et être un modèle. Je parlais de façon de communiquer à l'instant. Vous êtes un modèle, vous êtes un exemple pour votre enfant. Mais si vous traitez votre épouse ou votre époux de la pire des façons en présence des enfants, ne dites pas à des enfants de ne pas invectiver, de ne pas faire preuve de violence verbale s'ils assistent à ce spectacle. D'ailleurs, les plus impertinents vous diront, tu dis ça souvent à maman. Vous blâmez votre homme, vous blâmez votre épouse violemment. Ce sont des coups qui pleuvent ça et là, mais malheureusement, en vous comportant de la sorte, vous ne serez pas crédible. Donc, il faut prêcher par l'exemple, faire des choses et dire aux enfants que c'est utile de les faire. Maintenant, lorsqu'on est en situation de conflit, comment agir en cas de conflit? Il faut intervenir, bien entendu, pour arrêter la dispute ou la bagarre, parce que malheureusement, il peut s'agir d'échanges de coups. Et puis, écouter chacun des enfants, trancher, il faut être équitable. Il s'agit peut-être de votre préféré, même si en tant que parent, on devrait faire l'effort de ne pas avoir de préféré. Il s'agit de votre préféré qui a tort, vous n'allez pas tricher. Voilà, la sanction, elle doit être équitable. S'il faut punir, eh bien, on punira parce qu'on s'est mal, parce que l'enfant s'est mal comporté. Il faut être ferme, ne pas tolérer de violence au sein de sa maison. Et puis, à la fin de ce processus de réconciliation, il faut que les enfants se présentent mutuellement des excuses. Je t'ai offensé. Je te demande pardon, je t'ai offensé ma sœur, je te demande pardon, et c'est ainsi que l'on met fin, on va le dire, c'est une image, aux hostilités en tant que parent dans sa maison, mais véritablement insister sur le fait que des frères et des sœurs ne sont pas des adversaires, ce sont les membres d'une famille. Donc, cohésion et non division s'agissant. Voilà, c'est très important parce que des fois, on ne sait jamais jusqu'où le coup porté peut aller. On se dit, c'est une petite bagarre entre frères et sœurs ou alors entre deux frères. Et puis finalement, le pire est arrivé. Et malheureusement, on parle de l'enfance, mais ce sont des attitudes qui peuvent se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Vous avez des frères et des sœurs qui ne s'entendent pas, qui se regardent en chien de faïence, parce que ce sont des blessures qui remontent à l'enfance, parce que vous étiez le préféré du père ou de la mère et que les parents le montraient de façon visible. Eh bien, ce sont des rancœurs qui continuent et malheureusement, et même qui peuvent vous avez se répercuter des frères, sur vos enfants aussi. Malheureusement, vous avez des frères et des sœurs qui ne s'entendent pas
parce que l'origine du problème remonte à l'attitude que les parents ont malheureusement adoptée envers les enfants. Donc il faut véritablement éviter que cela ne se produise. D'accord, merci beaucoup. Irène, en 1 minute, votre avis sur la question du jour. Que pensez-vous de ce phénomène de mendicité, vraiment, en quelques minutes? Je Alors, ne peux pas vous laisser voilà, partir. en quelques secondes, on va dire, je dirais paresse et refus de travailler, dans la mesure où vous avez des personnes qui sont valides, qui ont deux bras, 2 pieds et qui peuvent travailler. Et donc, il faut sortir, je dis que c'est une attitude, un état d'esprit. Je parlais d'éducation, nous sommes dans le contexte pédagogique, mais il faut déjà commencer à apprendre à l'enfant la culture de l'effort pour qu'il ne soit pas tenté plus tard d'adopter cette attitude qui serait d'avoir recours à de se comporter quand on voit ce que certaines personnes... Il y a des personnes, alors ces personnes qui optent par exemple pour aller écailler du poisson, ces personnes ne sont pas des personnes qui ne sont pas intelligentes. Elles n'ont pas trouvé autre chose à faire. Elles décident d'écailler du poisson, de devenir cordonnier ambulant, de faire de la manicure ou de la pédicure. Mais justement, lorsqu'on est en mesure de travailler, il faut le faire et non opter pour la mendicité. Bien entendu, il y a des situations particulières de personnes qui sont véritablement face à des situations difficiles, mais je dis que dans la plupart des cas, il s'agit de personnes qui pourraient seulement réfléchir un tout petit peu à ce qui serait envisageable pour gagner son pain à la sueur de son front. Voilà, surtout quand on voit ce que certaines personnes vraiment handicapées réussissent à faire avec le peu de membres ou le peu de facultés qui leur reste. Merci beaucoup Irène. Merci. On se retrouve demain, on parlera de la sécurité des enfants en voiture. Voilà, c'est un thème qui me parle à moi beaucoup et qui vous parlera sûrement. On reviendra donc dessus plus en détail demain. Le moment pour nous d'aller à la découverte d'un jeune Gabonais au doigt magique. Rona nous fait découvrir donc Coral King aujourd'hui. Elle ne sera pas sur ce plateau, mais elle nous reviendra très bientôt. Pour le moment, regardez ce qu'elle nous a laissé. Pour l'artiste Coral King, l'année 2017 aura été l'année des grandes ambitions, l'année des challenges. Le bilan, j'ai envie de te dire, il est 3 fois positif. Premièrement positif d'abord en amont, par comment on a fait cette exposition. Donc si vous avez bien remarqué, c'est la première exposition au Gabon qui se fait sur la base du crowdfunding. Donc l'appel à participation pour le financement. Donc on a réussi à avoir 1 700 000 pour faire cette exposition. Déjà c'est une première. Ensuite ça s'est bien passé parce qu'on a eu plus de 1300 visiteurs durant l'exposition. Pour une première exposition pour un jeune artiste, je pense que c'est très bon. Et ensuite en aval maintenant, donc on a la moitié des œuvres qui sont déjà commandées. Le tiers a déjà été évacué, maintenant on continue de pouvoir les donner aux différents clients, à ceux qui avaient mis des options, etc. Donc c'est 3 fois positif. De lui, les avis convergent. Alors Coral King est un artiste coup de cœur que nous avons eu sur le Gabon. C'est surtout un artiste qui nous a accompagnés sur notre démarche au niveau du Méridien Rendama, tourner autour de l'art et de débloquer l'art. Donc le programme que l'on appelle Unlock Art. Donc on a rencontré Corail via les barbecues Unlock Art qu'on organise une fois par mois les vendredis. Et c'est quelqu'un avec qui on a tout de suite partagé une vision commune d'essayer de donner une scène pour les artistes et les artisans locaux qui font du 100% Gabon. Bon, d'abord, je me définis comme le porte-parole des sans-voix. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle de l'art graphique dans le noir et blanc. Et derrière le noir et blanc, mon exposante s'appelle Analphabet Style, dans un style qui n'obéit aucune règle ou aucune norme. Et le style que j'aborde là s'appelle ineffable, dans un langage qui est plus ancien que les mots. C'est comme ça que j'ai défini mon travail. Loin de la forêt continentale, l'artiste nous présente ici l'une de ses œuvres issues de sa première exposition. Là, nous sommes en face d'une toile qui s'appelle Scène de guérison. Scène de guérison, ce n'est pas une scène qui parle forcément de la guérison. Ce n'est pas une scène où on soigne des gens. C'est une scène où on fait appel à nos reliques, aux esprits, à nos grégoires, qui sont nos divinités. Dans notre tradition africaine, à l'école de la tradition orale,
lorsque nous avions un problème, lorsque X n'est pas avec Y, avec tel frère, qu'est-ce qu'on faisait? On appelait nos Grégoire pour venir résoudre un problème. Et à cet effet, quand on venait réparer un problème, on ne venait pas avec un couteau, une paire de ciseaux, une lame, mais on venait avec une aiguille pour coudre, pour réconcilier. Artiste sans normes, dont les œuvres en noir et blanc empreintes de dualisme initient à la traversée mystérieuse de son univers et de son combat. Lorsqu'on vient, comme je disais autrefois, lorsqu'on vient réparer un problème, on ne vient pas avec une aiguille. C'est-à-dire, le problème se résout d'abord dans l'esprit. On dit souvent chez nous, les morts ne sont pas morts. Et c'est vrai parce qu'ils entendent, ils voient. Ils ont la possibilité d'aller dans le futur parce qu'ils n'ont plus le corps, ils n'ont que l'esprit. Vu que l'homme c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et ils peuvent aller et revenir avec l'information. Donc scène de guérison c'est un peu ça. Aller au-delà des litiges qu'on peut avoir. Et à l'éventualité d'une mise à distance vis-à-vis de son public. De la première heure, son manager se veut rassurant. L'exposition Ineffable s'est passée à l'Institut français, c'était gratuit. C'était totalement ouvert à tout le monde, donc on a eu vraiment des jeunes, des moins jeunes qui sont venus. Mais au-delà de ça, on se base toujours pour faire ce dualisme-là entre une certaine classe de la population et les classes les moins basses qui ont moins accès à l'art. Je m'explique. Donc on est dans les hôtels, donc des classes un peu plus élevées, mais on prépare justement une exposition sur les masques pour le mois prochain ou dans 2 mois, on n'est pas encore totalement fixé sur les dates, mais où justement toute la population pourra venir, ce sera dans un lieu hautement public. À seulement 24 ans, Koray King se réclame de l'analphabet style à travers lequel, au commencement, tout était le silence. Merci Rona pour ce reportage et on va clôturer cette émission avec le sourire. C'est un reportage qui nous a interpellés. C'est un polygame d'un autre genre. Il n'est pas en Afrique, hein, rassurez-vous. Regardez vous-même et vous allez dire lol sûrement. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Disons que je suis un petit harem, quoi. C'est mon harem. Et Serge Renier n'est pas peu fier de sa famille, sa grande, très grande famille. 29 enfants âgés de 0 à 19 ans et pour les éduquer, 3 mamans. Christine, la femme de Serge, sa belle-sœur Karine et sa concubine Judith. La liste est tellement longue que nous avons laissé les mamans faire les présentations. Jonathan, Christelle, Jérôme, Benoît, Cathy, Carmen, Julie, Brigitte, Serge, Valène, Judy, Brandon, John Ross, Bruce Lee et Madison. Roselyne, Michael, Linda, Anaïs, Alex et Olivier. DJ, Muriel, Ludovic, Laurence, Benoît, Marguerite, Joseph, Magali et alors Anémone que j'attends. Une bonne dose de discipline, un peu d'autorité et beaucoup d'amour. Chacun ici a son rôle. Les grands s'occupent des plus petits. Une tâche essentielle, surtout au moment des repas. Il y a tout de même 3 bébés et ce n'est pas encore terminé. J'en veux encore. Peut-être 2, 3 encore, mais j'en veux encore. Parce que j'aime bien les enfants. Avec 4 500 € d'allocation familiale, la vie n'est pas toujours facile. Serge et ses compagnes ne travaillent plus. Il faut parfois se priver car la priorité, ce sont les enfants. Mais ici, le bonheur est ailleurs. Les questions qui fâchent et les tabous, ça n'existe pas. Je m'occupe de mon épouse le soir quand je reviens ici. Quand je m'en vais chez ma concubine Judy, je m'occupe d'elle. Et après, quand si Karine a besoin de quelque chose, je suis là aussi. S'il ne pense pas au moindre record, Serge Renier est sans doute à la tête de la plus grande famille du pays. Voilà, c'est donc à chacun de se faire son avis sur la question, à chacun ses choix. Vous avez été nombreux à réagir une fois de plus au thème de ce jour. Rendez-vous demain pour un nouveau thème. N'oubliez pas, le débat se poursuit sur notre page Facebook, mais également ou dans le groupe WhatsApp qui a désormais été créé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h45, toujours sur Gabon Première. Au revoir.